Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ask Stago. Je suis Audrey Carlo et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Dana Hazard. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet pour la paillasse d'hémostase et la qualité au laboratoire, en cherchant à répondre à la question « Qu'est-ce que l'incertitude de mesure et à quoi sert-elle ?» Et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Pascal Morer pour démystifier ce sujet de l'incertitude de mesure avec nous. Pascal, tu es responsable du support scientifique auprès des équipes services chez Stago et notamment sur l'offre Qualiris qui traite de l'évaluation externe de la qualité. L'incertitude de mesure est un sujet que tu connais bien. Bonjour, merci pour cette introduction. En effet, démystifier le sujet de l'incertitude de mesure n'est pas une mince affaire, mais je vais tâcher d'être le plus clair possible sur ce sujet aujourd'hui. Merci Pascal d'avoir accepté notre invitation et de relever le challenge avec nous. Alors comme d'habitude dans ce podcast, nous commençons par les basiques. Qu'est-ce que l'incertitude de mesure ? C'est un bon début. On pourrait commencer par revenir sur la définition du GUM, qui est la définition officielle. L'incertitude de mesure est la grandeur statistique qui représente la dispersion des valeurs attribuées à un mesurant. Si on essaie de le décrire plus clairement en langage commun, ce serait la plage de valeurs possibles pour n'importe quel résultat obtenu par un moyen de mesure. Il y a une notion de probabilité de la valeur mesurée, si vous voulez. Donc Pascal, si je te suis bien, il y aura une dimension qualité à travers cette probabilité, mais j'imagine qu'il y a aussi une dimension de pertinence clinique du résultat autour de cette notion de l'incertitude de mesure. Plus concrètement, comment calcule-t-on l'incertitude de mesure? Et faut-il faire un compromis entre qualité du résultat rendu et impact clinique? Si j'avais 1 € chaque fois qu'on me posait cette question sur le calcul de l'incertitude de mesure, je serais sans doute très riche aujourd'hui. Alors plus sérieusement, il n'y a pas de méthode unique ou universelle. Cela dépend beaucoup de la nature de la mesure qu'on est en train de faire et de l'usage qui sera fait de cette mesure. Il y a donc plusieurs méthodes pour réaliser ce calcul. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette notion de l'incertitude de mesure est finalement au cœur du métier de la biologie médicale. Cela suppose de premièrement, bien connaître sa méthodologie de dosage et comment le test fonctionne. Deuxièmement, connaître les variables qui pourront influencer le résultat final du test. Pour répondre plus directement à ta question, Dana, le plus souvent, on dit que la précision du test est l'un des principaux déterminants de l'incertitude de mesure. Ok. Dans les faits, il y a une norme, la norme ISO TS 20914, qui nous aide à comprendre comment associer la précision d'un test à d'autres points de performance analytique pour obtenir un chiffre qui sera l'incertitude de mesure du test considéré dans le laboratoire considéré. Les éléments qui entrent dans ce calcul sont, donc on l'a vu déjà, la précision, mais aussi la traçabilité à un standard ou à un étalon international quand on dispose de résultats en unités calculées. Ici, par unité calculée, tu parles par exemple des dosages de facteurs de coagulation qui peuvent être basés sur un temps de coagulation ou une augmentation de la densité optique d'un milieu pour les tests chromogéniques. Exactement. Sachant qu'à la fin, chaque étalon au standard est relié au système international de mesure qui, lui, n'a que 7 unités possibles. D'où l'expression des résultats en unité internationale par ml, par exemple pour les facteurs de coagulation. Voilà. Et c'est pourquoi souvent les fabricants garantissent ce lien au standard international dans leur notice ou dans les autres papillons associés à un lot de produits. Donc Pascal, tu nous as parlé de précision de mesure, traçabilité du résultat à un étalon. Est-ce qu'il y a une notion de biais quelque part ? Ah, je vois que tu connais déjà un peu le sujet. Alors, le biais, c'est le dernier contributeur au calcul d'incertitude de mesure. Ce biais peut être estimé via la fidélité, établie sur les contrôles internes de qualité en comparant la valeur moyenne obtenue à celle établie pour le lot, qui est alors la valeur attendue. Ok. Mais une façon plus robuste est sans doute d'utiliser les programmes de comparaison interlaboratoire ou ce qu'on appelle aussi évaluation externe de la qualité. Donc si on résume, précision, biais et traçabilité de notre résultat. C'est ça. Et c'est là qu'on réalise que ce sont des grandeurs qu'il faudrait que le laboratoire connaisse pour tous ses tests au laboratoire, et c'est l'approche retenue par la norme ISO 15189 aujourd'hui. C'est essentiel pour un laboratoire de connaître les sources de variabilité de ses résultats
qu'on parle de réactif, changement de lot, variabilité inter-instrument, variabilité interopérateur, etc., etc. C'est clair, Pascal. Et maintenant qu'on a déterminé cette incertitude de mesure, comment est-ce qu'on l'utilise afin que ça ne soit pas qu'un chiffre dans un dossier d'accréditation finalement? Ce sujet, c'est un gros cheval de bataille. Il faut comprendre que l'incertitude de mesure est une notion centrale à tout ce qui est fait au laboratoire de biologie médicale, encore une fois. Par exemple, si vous avez des résultats sur 50 tests différents, sur 150 patients, et que le médecin prescripteur vous appelle pour clarifier un résultat, et savoir si le résultat qu'il reçoit est vraiment hors norme ou vraiment pathologique, c'est là que l'incertitude de mesure prend tout son sens. En effet, cette question a évidemment des conséquences sur la prise en charge d'un patient ou par exemple sur l'ajustement de son traitement par antivitamine K, par exemple, dans le cadre d'un résultat rendu en INR. Oui, c'est sans doute la grande question du laboratoire. Quelle est quelque part la fiabilité du résultat que je transmets? Et Pascal, si on t'écoute bien, cela devrait même nous préoccuper au quotidien ou presque. Dans les faits, je crois que c'est déjà le cas et que les biologistes notamment l'ont bien en tête. Le problème tient plus au fait de documenter cette incertitude de mesure, de la quantifier. Et là, on est peut-être plus sur un problème de collecte et d'exploitation des informations dont nous avons parlé précédemment, même si on n'en parle pas vraiment, on ne parle pas vraiment d'un calcul statistique savant. Dans les faits, on le voit bien, les laboratoires suivent la précision de leur méthode, ils suivent leurs résultats d'évaluation externe de la qualité, ils suivent leur calibration, enfin bref, tous ces éléments et d'autres sont sous contrôle. La question est plus de savoir comment associer ces informations pour, une nouvelle fois, établir le niveau d'incertitude de mesure. Pascal, pour finir ce podcast, j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur une dernière notion, celle d'incertitude absolue et d'incertitude relative, pardon. De quoi parle-t-on en fait et est-ce qu'il faut regarder un peu ces deux aspects? Ça dépend du test, de la fiabilité des données qu'on utilise pour déterminer l'incertitude de mesure et bien sûr de l'usage en clinique du résultat. L'incertitude de mesure absolue veut dire qu'on est capable de donner un seul chiffre qui sera vraiment l'incertitude de mesure sur toute la plage de mesure du test en question. Voilà, on va prendre un test théorique, ok. On admet qu'il donne des résultats entre 0 et 100 en unités qui, on va dire, arbitraires, ok. Et qu'on a des contrôles qui sont des contrôles de qualité à 20 et à 80 en unités arbitraires. Si l'incertitude de mesure est absolue, disons 4 en unité arbitraire, alors on comprend que le poids de l'incertitude de mesure à 20 est bien plus important qu'à 80, puisque proportionnellement, 4, c'est beaucoup plus par rapport à 20 que par rapport à 80. Donc, cette notion de valeur absolue ou relative à un niveau donné est évidemment très importante à avoir en tête, surtout quand on a des seuils de décision clinique, puisqu'on voit que pour 20, l'influence va être beaucoup plus forte que pour 80 si on a une incertitude absolue. D'accord. Est-ce que j'ose ici parler du seuil des dédimères, alors pour l'exclusion des maladies thromboemboliques veineuses? Oui, oui, pourquoi pas, on peut parler du dimère parce que c'est un exemple parmi d'autres. Pour le dédimère, c'est évidemment à ce niveau, qui est le cut-off, qu'il est important de connaître son incertitude de mesure, puisque c'est là qu'il est, principalement, utilisé et pertinent. Par contre, si on parle du dosage du facteur 8, le facteur 8, on sait qu'il a plusieurs seuils de décision clinique pour définir le niveau de sévérité d'une hémophilie, entre modéré, mineur, sévère. Et donc, ça va servir aussi pour l'adéquation d'un traitement substitutif. Là, par contre, il faudra connaître son incertitude de mesure à ces différents niveaux, qui sont là aussi des niveaux pertinents, mais qui sont différents. Si on revient aux éléments qui déterminent l'incertitude de mesure, ceci suppose de connaître la précision et le biais à ces valeurs seuil, disons. Si on considère que la traçabilité au écart au standard est la même sur toute la zone de mesure. Exactement. Je vois que tu as bien suivi. Et Pascal, on approche de la fin. Est-ce que tu aurais un dernier petit conseil à nous donner pour conclure? Alors, pour conclure, je dirais, il ne faut pas avoir peur de la notion d'incertitude de mesure. On peut partager sur ce sujet entre collègues au laboratoire.
Et on peut être confiant en ce qui est déjà fait, car en fait, beaucoup d'éléments qui sont déjà sous contrôle et suivis, et donc généralement associés à la qualité, euh, sont déjà en place dans les laboratoires. Donc les contrôles de qualité internes sont faits de manière fréquente et régulière. Les évaluations externes de la qualité, là aussi, sont faites de manière adaptée et de manière régulière. Donc voilà, l'incertitude de mesure, c'est une notion statistique, ok, qu'on pourrait penser inaccessible et incompréhensible, alors que c'est en fait c'est un nouvel élément, ok, qui ne doit pas empêcher le laboratoire, le technicien, le biologiste, enfin tous les acteurs, de faire leur travail ou qui doivent vous surcharger. Il ne faut pas en avoir peur, c'est juste, en fait, c'est une consolidation des différents éléments qui sont déjà sous surveillance, et cette consolidation permet d'avoir un élément statistique supplémentaire qui peut être important ou en tout cas pertinent dans certaines situations et qu'il faut pouvoir partager. Merci Pascal, j'aime bien ce terme de consolidation. Merci d'avoir partagé ton expertise avec nous aujourd'hui. Il est temps pour nous de clore l'épisode, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à aller consulter les sources bibliographiques citées dans la barre de description du podcast. Et n'hésitez pas non plus à nous soumettre toutes questions que vous pourriez avoir à notre adresse email ask@stago.com pour nous challenger et proposer un prochain sujet. Merci à tous pour votre écoute. La suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Astago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, diagnostic is in our blood.